Washington ce soir. אני מבקש לומר לכם, אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה. Frappe meurtrière, le Liban souhaite un cessez-le-feu avant toute négociation avec Israël. There's a lot of ambiguity of what was actually agreed, but it's clear for us, and we have been calling also Lebanon to be covered. Le premier ministre du Canada forcé de défendre les positions de Marilyn Gladu sur l'avortement. Le Parti libéral va toujours soutenir le droit des femmes à choisir. Aussi, ce soir. Je suis encore sur mon high de Lady Gaga, j'ai pas mis bien pour Céline, mais hey, c'est enfin ce soir que commence cette émission-là, puis ça me rend heureuse! C'est parti pour le nouveau magazine d'actualité culturelle. Pas pour rien. Il est 17h. Voici votre nouveau info. Bonsoir tout le monde, bon jeudi. Alors, la trêve fragile au Moyen-Orient reste toujours menacée par la situation au Liban aujourd'hui. On en est au 40e jour de cette guerre en Iran et la situation est toujours aussi volatile. Alors, Sabrina, tu suis toujours ça pour nous. Il y a des pourparlers entre le Liban et Israël qui devraient finalement avoir lieu la semaine prochaine. Oui, et ça devrait avoir lieu du côté de Washington parce qu'on sait, hein, c'est toujours ambigu tout ce qui est alentour, en fait, de ce cessez-le-feu qui a été annoncé cette semaine entre les États-Unis et l'Iran. D'ailleurs, Israël qui a toujours continué de frapper le Liban et ça a été dénoncé par plusieurs leaders, dont le président français, turc qui ont dénoncé ces frappes meurtrières-là, la Syrie aussi qui ont condamné les frappes israéliennes. Mais là, vous le voyez quand même sur les images, ça a été des frappes, on en parlait également hier, là, des frappes qui ont été relativement intenses, notamment à Beyrouth. Et il y a le chef d'état-major de l'armée israélienne qui a d'ailleurs dit aujourd'hui, lors d'un point de presse, que son pays, en fait, avait porté un dur coup au Hezbollah avec ces frappes massives. Il y a également Donald Trump qui a annoncé que l'armée américaine allait rester déployée à proximité de l'Iran jusqu'à l'application quand même complète d'un cessez-le-feu. Et ce qu'on vient de voir, en fait, c'était les propos du premier ministre iranien, du président, pardon, iranien, qui a réitéré que le Liban est quand même une partie indissociable du cessez-le-feu. Parce qu'on disait au début, on pensait que le Liban, en fait, était inclus dans le cessez-le-feu. Or, les États-Unis, encore hier, ont dit non, il n'est pas inclus dans le cessez-le-feu. Et il y a le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui a dit un petit peu plus tôt aujourd'hui à son cabinet d'entamer des discussions, en fait, directes avec le Liban. להשיג שני יעדים. אחד, פירוק חיזבאללה מנשקו, והשני, הסכם שלום היסטורי, בר קיימא, בין ישראל ללבנון. Sabrina, le trafic est recommencé là, dans le détroit d'Ormuz? Oui, on se pose encore la question hier, est-ce que le trafic va recommencer et recommencer? Est-ce qu'il est toujours fermé? Force est de constater qu'on peut voir là, sur les images, ça c'est d'hier à aujourd'hui, le trafic dans le détroit d'Ormuz. Tu me diras, il n'y a pas beaucoup de bateaux là, actuellement qui circulent, mais techniquement, ce n'est pas fermé. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a un premier pétrolier qui est non-iranien qui a réussi à passer dans le détroit d'Ormuz. Il a en fait quitté le Golfe depuis l'entrée en vigueur de la trêve. C'est un pétrolier du Gabon. Et un peu plus tôt aujourd'hui, il y a le secrétaire général de l'OTAN qui a dit on va continuer quand même d'aider les Américains avec le détroit d'Ormuz. On a senti quand même un discours qui s'était un peu assagi au niveau de l'OTAN. On peut l'écouter. Allies are doing everything the United States is asking. They have heard and are responding to President Trump's requests. The United Kingdom is leading a coalition of countries that are aligning the military, the political and the economic tools that will be required to ensure free passage through the Strait of Hormuz. This is evidence of a mindset shift. Et je termine en disant, bon, bien sûr, ça fait 40 jours que la guerre en Iran a commencé aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, il y avait plusieurs Iraniens qui se sont rassemblés dans les rues pour rendre hommage à l'ayatollah Khamenei qui a été tué lors des premières frappes du côté de l'Iran, donc à la fin du mois de février. Vous le voyez, il y a même le premier ministre là, iranien qui a décidé de se rendre carrément dans les rues pour aller discuter avec les citoyens iraniens. Simplement te dire également en terminant que les discussions entre les États-Unis et l'Iran, ça doit débuter au cours des prochains jours, ce week-end. Il y a J.D. Vance, notamment le vice-président américain, qui doit se rendre du côté du Pakistan, donc à Islamabad, pour réaliser en fait ces négociations-là concernant le cessez-le-feu. Je rappelle, l'ultimatum qui a été repoussé de 2 semaines. Merci, Sabrina.
On revient chez nous maintenant. Reste moins de 3 jours aux militants de la CAQ pour choisir qui va succéder à François Legault. Déjà, plus de la moitié des quelques 20 500 membres ont voté. Alors, Jean-François, dans les deux camps, là, on tente de faire sortir le vote. Oui, parce que 60 %, là, ça veut dire qu'il reste environ 8 200 personnes, militants de la CAQ, qui n'ont toujours pas voté, qui ont moins de 3 jours pour le faire. La limite, c'est dimanche à 15 h. Il y en a peut-être qui vont attendre à la dernière minute, mais on veut continuer là, à convaincre les autres, les indécis, de choisir son camp. Du côté de Christine Fréchette, on le sait, les sondages l'amènent favorite. On reste confiant dans son camp. J'en ai parlé avec l'un de ses députés qui l'appuie, François Bonnardel. J'ai aussi parlé à Karianne Bourassa, qui, elle, appuie Bernard Drainville, et elle sent qu'il y a eu un engouement depuis quelques jours, surtout depuis que Simon Jolin Barrette, le ministre de la Justice et leader parlementaire, a décidé d'appuyer le camp de Bernard Drainville. On peut les écouter. On appelle les gens qui ont des questions, les gens qui peuvent sembler indécis, mais sur le terrain, je dois avouer que c'est le jour et la nuit depuis quelques jours. Ce que j'appelle un peu l'effet Jolin Barrette se fait sentir. Et les gens nous le disent, les indécis nous en parlent, ça a été un facteur décisif pour beaucoup qui attendaient la fin de la course avant de se prononcer. Je dis à tout le monde, il faut rester humble, même si les chiffres démontrent que ça va bien, du côté de la campagne. La course n'est pas terminée. Il y a encore, comme je le disais tantôt, des indécis peut-être à convaincre, faire voter nos sympathisants de chaque côté. On a eu une très, très belle course. Donc, on sera fixé dimanche, Jean-François, mais parallèlement à tout ça, il y a une dizaine de projets de loi qui vont mourir au feuilleton en raison de la prorogation du Parlement, mais certains ont pu être adoptés à temps, comme la nouvelle loi pour renforcer la sécurité publique. Oui, ça a été adopté donc le 2 avril, le jour où François Legault fait ses adieux à l'Assemblée nationale. Projet de loi porté par le ministre Yann Lafrenière. Et c'est un gros projet de loi. On parle notamment d'un registre pour les délinquants sexuels à haut risque de récidive. Également des manifestations qui vont être plus sécuritaires. On ne pourra plus amener avec soi des objets dangereux à une manifestation. Mais il y a tout ce qui a trait également à l'aspect de crime organisé. Donc les Hells Angels, par exemple, qui ne pourront plus avoir leur patch. Même sur, si tu t'en souviens, les pierres tombales, ça avait fait jaser, ça sera plus possible. Quand un membre d'un crime organisé porte une patch qui vient confirmer qu'il a commis un crime pour avoir cette patch-là, il vient dire à l'ensemble des citoyens qui rit notre système, dans le fond, qui remplit le visage des citoyens. Et en plus, il se sert de cette écusson pour faire de l'intimidation, de l'extorsion dans des commerces. On le vit à Montréal, mais on le vit sur la Côte-Nord, par exemple, des endroits où ils sont vraiment aux prises avec cette problématique-là. On veut rétablir l'équilibre, que les policiers aient un outil de plus, de vendre, excusez-moi l'expression, mais des cochonneries, là, Support 81 pour supporter les achats. Ça va devenir illégal. Yann Lafrenière prépare un autre projet de loi pour aller plus loin, si on a le temps, bien entendu, avec les 5 semaines qui restent. Merci, Jean-François. Il existe une application de surveillance qui permet d'envoyer au 911 une vidéo en direct à partir d'un téléphone cellulaire. Il y a déjà de nombreuses victimes de violences conjugales qui l'utilisent pour se protéger, bien sûr. Mais Québec tarde à reconnaître officiellement cet outil alors qu'on déplore déjà 8 féminicides depuis le début de l'année au Québec. Elliott Tremblay. 8 ans que cette femme est plus avec son ex-violent. Un jour, après l'avoir menacé de mort avec son arme de chasse, il l'a pris par la gorge, puis elle a eu le réflexe de l'enregistrer avec l'application Robin. Je voulais me protéger parce que je me suis dit, ma phrase, s'il m'arrive de quoi, mes enfants vont savoir. Qu'est-ce qui est arrivé? Depuis, son ex la lâche pas. Il l'a déjà suivi en voiture dans son quartier, puis il a même créé une fausse page de prostitution à son nom, ce qui fait qu'il recevait constamment des appels pour des services de prostitution. Il veut pas décrocher. Il dit qu'il s'excuse, blablabla, puis du jour au lendemain, après, c'est autre chose. C'est ça. La caméra de surveillance Robin lui permet de respirer un peu puis de savoir qu'il y a toujours de l'aide à portée de main. L'application, elle sait où t'es. Puis t'es capable d'avoir de l'aide vite, puis que c'est capable d'aller dans les autos de police puis de dire c'est à tel endroit que là, ça se passe live, là. L'application est directement reliée à une centrale qui capte en direct la preuve recueillie à distance par les victimes. Automatiquement, en pesant sur cette application-là, on se trouve à appeler la centrale. Ça, c'est la vidéo était live à la minute près. L'application est fantastique pour ça. Ça permet de faire ses courses puis se sentir en sécurité parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est à une seconde d'être capable de répondre ou d'aider cette personne-là, peu importe où est-ce qu'elle est.
Comment on peut utiliser ça en cours? Bien, la preuve vidéo, depuis de très nombreuses années, même depuis des décennies, est une preuve qui est admissible. La caméra est un témoin qui est impartial, qui est capable de capter l'ensemble d'une situation. Mais même si la preuve recueillie par l'application Robin est admissible devant les tribunaux québécois, le gouvernement refuse de reconnaître l'application comme un outil officiel. Et ça fait qu'iNation, l'entreprise derrière l'application Robin, menace de faire faillite d'ici le mois de juin. Juin, il y aura 200 victimes, majoritairement des femmes, qui ne seront plus protégées. Donc, c'est des femmes qui vont être à risque d'être agressées, d'être harcelées. C'est des femmes qui n'auront plus l'outil indispensable pour démontrer à un juge que l'agresseur a manqué à ses obligations. C'est ça qui est fondamental. J'ai donc contacté le gouvernement pour savoir si iNation allait recevoir un contrat officiel. Puis on m'a répondu par courriel qu'un avis d'appel d'intérêt pour la mise sur pied d'un dispositif grave danger a été lancé en 2025. Par respect pour la confidentialité de ce processus, nous ne pouvons pas affirmer si iNation ou toute autre entreprise a soumis une solution ou non pour évaluation. Donc, en gros, il y aura un appel d'offres pour octroyer ce contrat. Mais est-ce que le contrat ira à iNation ou à une autre entreprise? Ça, on ne sait pas encore. Selon Gino Deshôtels, qui est le développeur de l'application Robin, une application québécoise, le ministère songerait plutôt à privilégier une entreprise française. En attendant, il espère pouvoir s'entretenir avec le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette. À Montréal, Elliott Tremblay pour Nouveau Info. D'itinérance qui ne cesse de gagner du terrain au Québec. Plus de 12 000 personnes vivent maintenant dans la rue, selon les données du gouvernement. C'est une hausse de 20 %. Sans surprise, c'est à Montréal que la situation est la plus critique, mais il y a quand même 5 régions qui ont connu une augmentation de plus de 50 %. L'Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Laurentides, Laval et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant, se loger durant le week-end du Grand Prix de Formule 1 à la fin mai risque d'être compliqué. C'est ce que ce sera impossible de se trouver un appartement sur Airbnb à Montréal puisque le nouveau règlement permet les locations à court terme seulement du 10 juin au 10 septembre. L'administration Martinez-Ferrada n'a pas suffisamment de temps pour s'ajuster. Une réforme complète serait prévue à l'automne. Maintenant, des criminels ont plus de chances de s'en sortir à cause d'un manque de procureurs de la Couronne. Une majorité estime que la surcharge de travail accroît en fait les risques d'erreur ou d'acquittement, en plus d'entraîner l'épuisement et des congés maladie. Maxime Denis. Les procureurs du Québec sonnent l'alarme à cause des dernières coupes budgétaires et des multiples départs. Le système de justice du Québec repose maintenant sur 760 professionnels, comparé à 808 en 2024. Ça fonctionne à bout de bras à cause des procureurs qui le tiennent, des différents acteurs également, les greffiers, les juges, alors qu'on a des procureurs qui ne veulent pas laisser aller leur dossier, qui veulent que les victimes soient bien accompagnées et qui font tout en leur pouvoir. Mais ce qu'ils vous disent aujourd'hui, c'est on fait tout ce qu'on peut, mais on n'y arrive pas. Ce manque de personnel impacte le temps du processus des dossiers, mais aussi les peines reçues par les criminels. Moins qu'il y a de procureurs, plus les dossiers sont lents et plus à la fin, on a de la misère aussi à procéder dans les dossiers. On est obligé de régler des dossiers pour des peines moindres que ce qu'on aurait donné auparavant, parce que si on le fait pas, le dossier va tout simplement tomber. Les gens ne restent plus longtemps dedans, ils ressortent rapidement dehors, fait que ça peut être très inquiétant. Déjà qu'il y a beaucoup de victimes qui sont réfractaires à justement porter plainte selon le crime parce qu'ils ne savent pas combien de temps ça a duré, les procès, ça peut être vraiment long, mais le fait de savoir que, mais si je porte plainte maintenant, la personne, elle va juste être poursuivie dans 5 ans, c'est pas super motivant de le faire. Il y a beaucoup de personnes qui risquent de baisser les bras. C'est là aussi le problème, c'est qu'un dossier peut prendre plusieurs mois avant qu'il puisse être analysé par le procureur. Et à ce moment-là, la victime, elle attend, elle stresse et elle peut se désengager de ce système de justice-là. Selon les chiffres donnés par l'Association, 79 % des procureurs sondés au Québec estiment la charge de travail actuelle accroître les risques d'erreur. Il faut que je me pose la question, est-ce que j'ai suffisamment de ressources? Et on nous demande de se la poser. Est-ce qu'on peut mener à bien cette poursuite-là? Est-ce que c'est assez grave dans certaines circonstances pour y aller? Quand il y a un dossier avec une victime, on doit le prioriser. Maintenant, ça, c'est beau sur papier, mais quand on arrive à la cour et qu'on est dans une salle de cour, il y a 3 dossiers qui doivent procéder. Les 3 dossiers, il y a des victimes, on fait quoi? Ça n'a pas de bon sens de dire à une victime, moi, je te priorise versus elle ou je te priorise pas parce que ton crime est moins grave. Pour elle, cette victime-là, elle a porté plainte et son crime est grave. Là. Le cabinet du ministre de la Justice a réagi dans une déclaration écrite qu'ils ont à cœur l'accompagnement des victimes et qu'ils désirent un DPCP fort et indispensable. C'est pour cette raison que les budgets octroyés au DPCP ont d'ailleurs été augmentés.
augmenté de 35 depuis 2020. Ce cri du cœur a pour but de faire réagir le futur premier ministre qui sera élu le 12 avril prochain. À Trois-Rivières, Maxime Dany pour Nouveau Info. Planifier sa retraite, on trouve ça normal, mais préparer sa vieillesse, ça devrait l'être tout autant pour rester autonome et en santé le plus longtemps possible. C'est ce qu'un médecin québécois propose avec son programme de vigilance. Lila Mouche l'a rencontré. Je me suis longtemps demandé pourquoi les gens disent ça. C'est pas drôle, vieillir, parce que les gens mélangent le vieillissement avec toutes sortes de facteurs défavorables au vieillissement. En 2031, toutes les personnes issues du baby-boom vont atteindre l'âge de 65 ans et plus. Et au Québec, les personnes aînées représentent 18 de la population et 40 des hospitalisations. Alors, je suis venue rencontrer le docteur Stéphane Lemire à l'édition 2026 de l'événement Première ligne en santé. Et d'après la Fondation Âge, Vieillir mieux, il est possible de repérer les signes d'un vieillissement accéléré ou simplement d'une personne qui vieillit mal. Quand grand-papa commence à perdre la mémoire, il faut arrêter de se dire hey, « c'est pas drôle vieillir ». Il faut se dire « OK, c'est pas le vieillissement normal. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? » C'est ça que nos sentinelles en gériatrie sociale font. Ça devient le véhicule pour aider l'aîné dans son quotidien. Dire, hey, vos trous de mémoire, savez-vous que c'est pas toujours normal en vieillissant? Puis aimeriez-vous en parler avec quelqu'un? Est-ce qu'il y a urgence d'agir, sachant qu'on a toute une, si je peux dire, cohorte de baby-boomers qui s'en viennent être nos vieux, là? Il y a urgence d'agir, oui. Je suis rentré en médecine en 1995. On parlait déjà du vieillissement de la population. C'est maintenant qu'il faut transformer notre façon de faire. Ce qui manque, c'est la connexion entre le quotidien des gens et des services. Bien, le docteur Lemire vient s'attaquer à ce problème avec son programme de Sentinelle. On est implanté dans 12 régions administratives du Québec. On a près de 25 équipes de gériatrie sociale là, à travers ces régions-là. Et avec tout ça, on touche un réseau de près de 8000 sentinelles en gériatrie sociale qui ont été formées. Puis ça continue de grandir là, jour après jour. Mais on veut aussi rallier tous les acteurs, le communautaire et les établissements de santé là, pour ce grand projet. On offre la formation de manière asynchrone ou en virtuel gratuitement à l'ensemble du public du Québec. C'est le lien de confiance. C'est des personnes qui sont déjà là, à qui on va donner des outils supplémentaires pour identifier les problèmes potentiels. Déjà 8000 personnes ont été formées au Québec et depuis 2019, près de 71 000 personnes ont été repérées. L'idée du livre, c'est d'essayer de changer la perception des gens autour de la vieillesse, que c'est donc pas drôle vieillir, et de dire, garde, c'est pas si pire, mais voici ce que tu peux faire. Parce que ce qu'on voit avec la perte d'autonomie qui survient à 65 ou à 75 ans ou à 85 ans, souvent, ça va faire 20 ans ou 25 ans que tu ne manges pas assez de protéines. En gériatrie sociale, on apprend justement à distinguer ce qui est normal de ce qui est préoccupant chez nos aînés. Le but, rester autonome le plus longtemps possible. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info. C'est Frédéric qui nous parle de Trois-Rivières ce soir. Fanny est à Sherbrooke, mais je commence avec toi, Frédérica, qui est à Saguenay, le milieu scolaire qui est préoccupé par l'augmentation de la violence dans les écoles. Et le syndicat des enseignants lance un mouvement pour y faire face, en tout cas tenter d'y faire face. Effectivement, Marie-Christine, c'est une épinglette avec un X mauve qui va être distribué à tous les enseignants, tous les membres du personnel en lien avec la CSQ dans tous les centres de services scolaires de la région. Et cette initiative-là est en lien avec la violence qui est en recrudescence depuis plusieurs mois dans les écoles et les centres du Québec. Un peu moins de 1 professeur sur 2 affirme avoir été victime d'au moins un acte de violence depuis le début de l'année scolaire 2024-2025. Nos enseignants se retrouvent avec beaucoup de questions et très peu de réponses. Beaucoup de mots, M-A-U-X, mais pas beaucoup de remèdes. Depuis plusieurs années, là, on voit qu'il y a beaucoup de démissions en milieu de parcours, en milieu de carrière, donc ce qu'on ne voyait pas avant. En portant l'épinglette du X mauve, ça va nous permettre ensemble de s'identifier, de briser ce silence-là qui parfois, lorsque quelqu'un se fait mordre, lorsque quelqu'un se fait invectiver, va aller s'isoler. Parmi les enseignants, Marie-Christine, qui ont répondu au questionnaire et qui ont vécu de la violence, c'est près de 9 personnes sur 10 qui ont été victimes de violences verbales et plus de 2 personnes sur 10 qui ont été victimes de violences physiques. Quand même. Merci beaucoup.
Fanny, le prix de l'essence qui n'a pas qu'un impact sur le portefeuille des automobilistes, les organismes communautaires aussi encaissent le coup. Oui, parce qu'ici à Sherbrooke, il y a plusieurs stations-service aujourd'hui. Malheureusement, Fanny, en raison du vent, je pense que... on vous entend maintenant. Oui, m'entendez-vous? C'est oui, bon, bon, oui. Alors, effectivement, ce que je disais, c'est qu'on a des craintes par rapport aux bénéficiaires. Entre autres, je parlais avec les gens de chez Solutions Budget Plus, où on aide les gens qui arrivent déjà difficilement avec leur budget. Là, on se dit, avec l'essence, pour plusieurs, ça va devenir finalement un luxe d'avoir une voiture. Moisson Estrie craint aussi que les gens dépensent plus en essence, donc point en épicerie, qu'il y ait une hausse des demandes de dépannage alimentaire. Et il y a aussi tout l'enjeu des opérations. Par exemple, Moisson Estrie, il y a 5 camions qui sillonnent l'Estrie quotidiennement. Alors, ça vient avec des frais. Même son de cloche chez Récupex, qui aura de la difficulté là, à faire arriver son budget à la fin de l'année. On le voit déjà, je le laisse entendre le directeur. On a 2 camions qui roulent sur le territoire de Sherbrooke et en Estrie pour aller récupérer les cloches de vêtements, de dons de vêtements. Et c'est à peu près un plein par jour, par camion, donc une augmentation de 38 %. C'est 3 à 4 pleins supplémentaires par semaine, donc ça finit par paraître là, sur la facture. On a également des surcharges de carburant pour nos transporteurs qui transportent les vêtements en vrac. C'est de l'argent qu'on va mettre dans l'essence puis qu'on ne mettra pas dans notre mission d'accompagner les gens en insertion. Alors, ce que disent les organismes, c'est que les impacts vont se faire sentir encore plus à moyen et à long terme si les prix continuent à être aussi hauts. Le problème qu'on aura, c'est qu'on aura davantage de besoins, mais on aura toujours moins de ressources là, pour répondre à ces besoins-là. Bon vent, Fanny. Oui. Frédéric, des commerçants pourraient devoir retirer des centaines de jeux de société de leurs tablettes d'ici le 1er juillet en raison de la loi sur la langue officielle du Québec. Dans quelques mois, ces commerçants devront se conformer à la loi 96. Les jeux de société disponibles en anglais devront être retirés des tablettes si leur équivalent en français n'est pas disponible en magasin. Et dans le cas où le commerçant contrevient à cette règle liée au français, il encourt une amende allant de 3 000 à 30 000 $. J'ai parlé à plusieurs commerçants aujourd'hui qui se disent inquiets de la situation et qui aimeraient qu'il y ait des assouplissements à cette loi pour les jeux de société. Pour la boutique imaginaire, qu'il y a plusieurs commerces un peu partout au Québec, enlever ces jeux en anglais représente une perte de 30 à 45 % de leur inventaire, mais aussi de leurs revenus. Du jour au lendemain, moi, j'ai ce 8000 pieds-là de produits que je dois enlever. Et je ne remplace pas ça demain matin par 8000 pieds de produits qui vont me rapporter 45 % de mon chiffre d'affaires. Le plus dommageable, au final, c'est que le consommateur, lui, va pouvoir continuer de se procurer ces produits-là via des boutiques, par exemple, ontariennes ou avec des géants comme Amazon. C'est un cri du cœur parce qu'il a peur d'avoir une amende. Puis, à un moment donné, moi, je suis là pour répondre aux besoins de ma clientèle. Si j'ai pas de clients, j'ai pas de raison d'exister. Une pétition est présentement disponible sur le site de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Frédéric. Voici ce qui vous attend au cours de la prochaine demi-heure. Les libéraux se réunissent en congrès national à Montréal, un premier rassemblement du genre depuis l'arrivée de Mark Carney. Moins de 72 heures avant de connaître l'identité du prochain chef de la CAQ et futur premier ministre. Retour sur la course à la chefferie avec Yves Boisvert. Et le Québec fait ses adieux à Roger Brulotte, exposé en chapelle ardente à l'ancien stade Jarry. Mais d'abord, au Moyen-Orient, malgré le cessez-le-feu, la guerre provoque une véritable crise humanitaire, tant au Liban qu'en Iran, alors que des millions de civils doivent fuir les bombardements. On en parle tout de suite avec le directeur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire. François Audet, bonsoir. Bonsoir. Commençons par le Liban, où plus d'1 million de personnes sont déplacées, hôpitaux fermés, accès restreint à l'eau. Dans ces circonstances-là, M. Audet, est-ce que c'est possible d'acheminer de l'aide humanitaire? Non, la population actuellement est sous les bombes. Les organisations humanitaires et la chaîne de logistique d'aide humanitaire traditionnelle ne s'aventurent pas sous les bombes. Les organisations professionnelles vont pas mettre leur personnel en danger. Par contre, les humanitaires sur place, notamment évidemment la Croix-Rouge, Croissant-Rouge du Liban est présente. La population aussi, la sécurité civile est assez opérationnelle malgré tout. Mais en termes d'arrivée externe, pour l'instant, c'est impossible de le faire. C'est une situation
situation qui ne s'est pas vue depuis des décennies au Liban. On sait que le Liban a vécu énormément de tragédies et de guerres là, dans les dernières décennies, mais les attaques de la dernière semaine, les derniers 48 heures, en fait, sont un nouveau sommet en termes de nombre de bombes, de déplacements, de décès. On parle de plus de 130 enfants qui ont été tués et plus de 90 cliniques, centres médicaux qui ont été détruits ou partiellement détruits. Alors, ça dépasse largement là, des cibles militaires de la part de l'armée israélienne. Oui, puis comment les Libanais là, s'organisent dans ces circonstances-là? Écoutez, c'est entre le chaos et la peur. La population libanaise est reconnue, et on le sait, pour être extrêmement résiliente. Encore une fois, ils ont un historique assez dramatique. Donc, conflit, il y a une énorme explosion aussi dans le cœur de la ville il y a quelques années. Un problème de gouvernance. Le Hezbollah a encore une influence extrêmement importante aussi. Donc, c'est sûr que ça crée beaucoup de problèmes de cohésion sociale. Cela étant, une population résiliente, mais dans un drame épouvantable. Il faut absolument souhaiter que l'armée israélienne, ou en fait qu'Israël, accepte que le Liban soit à l'intérieur du fameux cessez-le-feu qui a été négocié pour le moment, même si c'est encore assez fragile, entre les États-Unis et l'Iran. Oui, population qui était déjà tellement vulnérable. Si on va en Iran maintenant, comment ça se passe, l'aide humanitaire là-bas? Écoutez, l'Iran, est un pays beaucoup plus vaste, une géographie complètement différente. Un accès principal pour l'approvisionnement, entre autres en aide alimentaire au niveau de l'agriculture, vient du fameux canal d'Ormuz. Et ce même canal, donc, pour l'instant, est fermé, comme on sait. Il y a très peu de passages. Donc, les chaînes d'approvisionnement extérieures sont pratiquement fermées depuis quand même déjà plusieurs semaines, malheureusement. C'est un vaste pays. Il y a beaucoup de déplacements internes, contrairement au Liban, qui est densément peuplé, petite zone. Pour l'Iran, les Iraniens, certains, en tout cas près de 3 millions, c'est beaucoup quand même, se sont déplacés à l'intérieur du pays. Donc, ont quitté notamment les zones où il y avait des attaques, les zones où il y avait des bombardements, les grands centres urbains, et quand même 3 millions de personnes déplacées pour le moment, qui sont pour l'instant prises en charge par des familles, des amis, des abris de fortune, évidemment beaucoup, mais l'aide extérieure se fait attendre parce que l'armée et surtout le contrôle des mollahs, donc des politiciens iraniens, empêchent toute entrée pour l'instant d'aide extérieure. Oui, pendant que les yeux sont tournés aussi vers l'Iran, vers le Liban, on oublie que la situation à Gaza aussi demeure très critique, là. Écoutez, c'est le premier drame dans les 3 dernières années. Plus de 70 000 morts. Un projet de reconstruction complètement chaotique et farfelu de la part du président américain. On se souviendra de ce fameux comité pour la paix qui n'a pas du tout donné fruit. Et au lieu de reconstruire la paix et Gaza, on est en train de détruire le reste de la cohésion du Moyen-Orient. C'est malheureusement le début d'une longue période d'instabilité dans la région. À mon avis, c'est loin d'être terminé. Un tableau bien sombre. Merci beaucoup, M. Audet, d'avoir été avec nous ce soir. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Maintenant, les troupes libérales sont gonflées à bloc à l'ouverture de leur congrès à Montréal, mais Mark Carney est rattrapé par sa décision d'accueillir dans son parti la députée conservatrice Marilyn Gladu. Tout de suite, je retrouve mon collègue sur le terrain, Étienne. Étienne, donc, si le premier ministre s'approche d'une majorité, il doit aussi faire face aux critiques en lien avec Marilyn Gladu, là. Ben oui, absolument. Alors que ces 4500 militants libéraux sont à Montréal pour les prochains jours. Eux, ils ont peut-être le cœur à la fête, mais aujourd'hui, Mark Carney, qui a été sous le feu des critiques, il a dû se défendre justement d'accueillir Marilyn Gladu, une conservatrice qui a des positions anti-avortement, donc à l'opposé des positions du Parti libéral. Des positions également concernant les thérapies de conversion qui concernent la communauté LGBT+. Elle dit que c'est une bonne chose. Il faut autoriser ça, alors que les libéraux ont adopté une loi pour les interdire. Donc, on voit plusieurs contradictions entre les valeurs de cette militante et le Parti libéral, qui est son nouveau parti. Aujourd'hui, Mark Carney, qui a quand même dit, il s'est défendu en conférence de presse au Québec. Il a dit qu'elle avait accepté, Mme Gladu, lors des votes au Parlement, d'appuyer les positions et les valeurs libérales. Mais il faudra voir. En tout cas, aujourd'hui, ça a teinté cette première journée du Congrès. Il y a aussi des manifestants, vous les voyez autour de nous. Cette fois-ci, c'est des manifestants pour l'environnement
qui dénonce les positions de Mark Carney, notamment ce pipeline en Alberta, mais aussi le projet de Contrecœur, là, cette extension du port de Montréal. Donc, il y en a beaucoup sur les bras, Mark Carney, des critiques. Il y a d'autres lobbyistes qui l'attaquent sur d'autres enjeux, notamment la crypto-monnaie. Donc, on verra comment il va jongler avec tout ça dans les prochains jours, M. Carney, ici à Montréal. Mais justement, est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur ce qui est à l'ordre du jour là, pour les prochaines journées? Bien, il y a beaucoup d'enjeux. Mark Carney, qui, lui, on le sait, d'abord, va sûrement parler de ses élections partielles. Il y en a 3 lundi, notamment à Terrebonne, cette élection qui avait été annulée. Mais qu'est-ce qui est en jeu? Bien, il y a plein de questions, notamment une limite concernant l'utilisation des réseaux sociaux. Certains libéraux voudraient que ce soit interdit aux jeunes de 16 ans au moins. Donc, on verra si ça va être adopté par les militants. Et il va revenir, évidemment, sur ces enjeux politiques. Lui qui est à un député de la majorité au Parlement, ça pourrait se jouer lundi. Mais en tout cas, aujourd'hui, on voyait les troupes libérales qui étaient très enthousiastes pour l'avenir. Merci, Étienne. Salut Yves. Salut Marie-Christine. Alors, dernier droit de cette course à la direction de la CAQ, quand même intéressante comme course. Mais j'aimerais vraiment t'entendre sur le bilan que tu dresses de cette campagne des 2 candidats. On va commencer par Christine Fréchette. Bien, Christine Fréchette, c'est un peu on va dire, c'est celle qui pourrait peut-être sauver la CAQ si on se fie au sondage, Marie-Christine. C'est la branche économique, plus rationnelle, disons, moins spectaculaire aussi, moins théâtrale. Mais quand tu dis ça, c'est comparativement à Bernard Drinville? Bien sûr, parce qu'à l'opposé, c'était Bernard Drinville qui il a commencé calmement, mais voyant que ça levait pas tellement, il s'est mis, disons, à être plus agressif et a finalement essayé de dire, Christine Fréchette est beige, moi je suis coloré, je vais faire bouger les choses. Puis oublions pas, c'est une coalition, hein? Alors, c'est quoi la CAQ? C'est une coalition de péquistes désillusionnés par le projet souverainiste et de libéraux, disons, un peu déprimés par la fin des années Charest et ce qui a suivi, et donc qui se sont coalisés pour avoir un projet économique nationaliste, centre-droit. Bon. C'est une bonne définition, je trouve. OK. Alors, elle représente davantage l'aile plus fédéraliste, plus des anciens libéraux. On voit que c'est Éric Girard, le ministre des Finances, qui la soutient. Et d'ailleurs, il a beaucoup plus d'appui au sein des ministres que M. Drainville. Oui, absolument. Et dans la population aussi. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est elle qui va gagner, parce que ce n'est pas une élection générale. C'est une élection des 20 000 personnes qui sont membres à une certaine date de la CAQ. Et là, on ne sait pas, eux, qu'est-ce qu'ils vont décider. Ouais. Là, chaque camp dit « Ah, mon pointage me dit qu'on est en avance. Ouais. » Est-ce que dimanche, on pourrait avoir une surprise? Parce que je pense que depuis le départ, on donnait Mme Fréchette gagnante. Marie-Christine, Stéphane Dion est devenu chef du Parti libéral du Canada. Lui-même était surpris. Il y en a eu des surprises. Alors, donc, c'est possible que Bernard Drinville, là, il a fait parler de lui beaucoup ces derniers temps, mais donc, c'est pas gagné. Mais oui. Je me pose la question, là, si l'un ou l'autre perd, est-ce que tu penses que Bernard Drinville, par exemple, va rester au sein d'un gouvernement Fréchette? Ça va être difficile après ce qui est arrivé. Mais en même temps, rappelle-toi de cette fameuse ligne du parrain. Gardez vos amis proches et vos ennemis plus proches. Ouais. Alors, c'est classique, ça, en politique. Ceux qui étaient tes adversaires, garde-les proches de toi. Donc, mais la question, c'est est-ce que la CAQ va survivre? C'est ça, la question. Et si on regarde les sondages généraux, ils vont peut-être miser sur le cheval qui a le plus d'appui dans l'opinion publique. Et Bernard Drinville a perdu beaucoup de plumes. J'ai hâte de t'en reparler lundi. Moi aussi. Salut, bon week-end. Le Lightning de Tampa Bay en visite à Montréal pour une rencontre au sommet. On en parle un peu plus tard dans le bulletin. Première ce soir de Pas pour rien, le nouveau magazine d'actualité culturelle déjà disponible sur Crave et qui sera diffusé aussi sur Nouveau à 19h30. Et j'ai la chance d'être en compagnie de la dynamique animatrice Marie-Josée Gauvin. Bonsoir. Salut! D'abord,
j'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce que ça représente pour toi, cette émission-là? Ah, mon Dieu, bien, c'est sûr que c'est un accomplissement personnel, mais même au-delà de ça, ça veut dire que collectivement, on a envie de mettre encore en lumière nos artistes, nos films, ce qui vient nous faire vibrer. Puis l'art, c'est ça, c'est l'émotion. Donc, de voir dans le contexte actuel que non, on y croit encore, puis on veut avoir cette discussion-là, ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Faire briller notre culture. Oui. Je voudrais... C'est sûr qu'il y en a eu beaucoup, des émissions culturelles à travers les années. On va d'abord écouter un extrait pour voir justement qu'est-ce que c'est pas pour rien. OK. On écoute un extrait. Je veux qu'on parle d'Olivia Rodrigo. Absolument, parce que... c'est quoi ça, Anne-Marie? Ça, c'est Olivia Rodrigo qui pose des petits cadenas roses très mystérieux qui ont commencé à apparaître à Londres, à Hoboken, au New Jersey et même à Paris, presque en même temps que les fameux posters de Céline. Hein? Puis ça, on le sait. Quand un artiste soit efface tous ses réseaux sociaux ou fait des mystérieux codes dans certaines villes à travers le monde, il arrive avec un nouvel album ou une nouvelle chanson. Donc, un mélange d'invités, de reportages terrain, tout ça dans un décor, ma foi, fascinant. Ah, c'est parce que c'est Yves Aucoin, celui qui a tellement travaillé avec Céline bon nombre de fois. Mais ce que vous venez de voir, je pense, là, essentiellement, c'est deux mères qui essaient de rester cool. Parce qu'Olivia Rodrigo, les deux, on partage ça, Anne-Marie et moi. Donc, c'est une artiste internationale, mais chez les jeunes et qui peut rejoindre les générations, beaucoup aussi. Donc, elle prépare son retour. On a parlé de ça dans l'émission qui est disponible sur Crave là. Mais au-delà de ça, puis c'est là la preuve de pourquoi, puis c'est quoi une émission culturelle en 2026. On n'a plus besoin de ça pour apprendre les nouvelles. Par contre, on parle de comment ça se dépose. Bien, c'est ça. C'est quoi l'impact chez nous? C'est quoi l'impact chez vous? Et on va vouloir que cette discussion-là soit de plein de générations, avec une jeune Eva Lamontagne aussi qu'on verra dans les semaines à venir, qui a 12 ans, qui va aller sur les tapis rouges. Alex Perron qui sera avec nous. Jérémy Jacob qui va aller sur des plateaux. Il y a un collaborateur qui est en direct de Paris pour la Frénésie parce que Céline ça sera pas ce soir. que l'actualité québécoise, là. Pas du tout. Ça va être un gros mix de plein d'affaires. Ben oui, aussi. Puis en partant de nous, ce dont on a envie de parler, mais même ce qui se passe à l'international peut avoir un impact sur notre vie ici à Montréal, au Lac-Saint-Jean, à Québec ou quoi que ce soit. T'sais, on aura des reporters aussi qui seront à Québec, à Drummond, à Saguenay, parce que moi, je viens du lac, là, puis ma culture au début... Moi, les gens du lac, ben, c'est pas vrai. Qu'on les aime, hein? Non, mais tu sais, on avait accès quand même. Festival du Bleuet, moi, j'ai vu Écola, Hello Molo, Mec Comics. La culture, elle se vit partout, puis j'ai envie qu'on la voit et de partout, mais surtout intimement et collectivement. Est-ce que tu penses que des gens vont être surpris quand ils vont écouter ou ils vont se dire, ah, ça, est-ce qu'il va y avoir des reportages inédits? Bien là, ne serait-ce que d'aller au Panama sur le plateau de Survivor ce soir, c'est une première. D'envoyer Marika consoler des gens parce que finalement, ils n'ont pas vu Lady Gaga. Tu sais, il y a aussi cet aspect-là qu'on peut être collé sur la nouvelle parce qu'on enregistre, on a enregistré hier matin. Ben, c'est ça. Fait qu'on s'ajuste vraiment. Puis après ça, ben, c'est quelque chose qui commence avec trouver nos assises, trouver nos repères. Mais le cœur, on l'a trouvé, ça fait bien longtemps. Je sais que tu demandes à tes invités, ils pop à quoi? Oui. Toi, tu pop à quoi aujourd'hui? Bien, je pop pas pour rien. Puis à toute cette équipe-là de grands travailleurs, ça sera pas éloquent, là, parce que c'est facile, vous me direz. Ça ou sinon, Les Louanges qui sort un album demain. Voilà. Bonne chance pour ce soir. Merci à toi. C'est super gentil. Merci. Et pop, Alex Perron qui apparaît. J'apparais par surprise. Alex, c'est extraordinaire quand même, ce magazine d'actualité. Oui, tout à fait. Grande fierté ici pour toute l'équipe. Et toi, tu en feras partie, tu seras un des collaborateurs. Effectivement, je serai là chaque semaine. Et écoute, je vais être le Yves Boisvert de l'émission Pas pour rien. Une espèce d'éditorial où j'ai un peu... où j'ai carte blanche, effectivement, pour jaser de ce dont j'ai envie. Je vais être pop quand je vais être de bonne humeur, pas pour rien quand je vais être ambivalent et rien quand je serai pas de bonne humeur. Donc, à chaque semaine, ça va être ça. Et chaque semaine aussi, on aura un ou une invitée sur le plateau. Pour de commencer ça en grand, on a invité Ariane Moffat à se joindre à nous. Et d'ailleurs, on vous a préparé un extrait pour vous donner un avant-goût. Récemment, je chantais cette chanson-là, puis il y a un petit passage de parole dans lequel je m'identifiais plus du tout. Puis je me suis dit, voyons, comment ça que j'ai écrit ça? C'est quand je parle de la poussière d'ange, puis je dis, il peut revenir si tu restes sage. Et ça n'a pas de sens d'associer l'enfantement et tout ça avec la notion de sagesse ou le choix de se faire avorter ou pas. Alors, je me suis dit que maintenant, comme par posture en show, j'allais dire si tu restes brave et que c'était dans mon écriture quelque chose que j'avais envie de rectifier ou d'ajuster.
Alors, on a parti ça en grand, donc avec Ariane Moffat. Chaque semaine, un ou une invitée se joindra à Marie-Josée pour en jaser. Puis vous avez vu aussi derrière aussi, notre infographie a changé pour le 17h. Ce sera en lien avec Pas pour rien. Aussi, je le répète, ça commence ce soir, 19h30 sur Nouveau. J'ai hâte de te voir en grincheux, de mauvaise humeur un petit peu. Ça te va va te bien. faire du bien. Oui, ça... Hey, on va surveiller aussi la comédie Les Crus qui débarque sur Crave. Exactement. Donc, Les Crus qui débarquent avec Marilyn Jonca, Ève Côté, qui se sont chicanées, pas vues pendant 2 ans. Elles vont finalement faire la paix. Et quoi de mieux pour faire la paix que d'acheter un vignoble? En fait, c'est en lien avec leur beuverie, bien sûr. Leur grand rêve, sortir un grand cru. On en regarde un extrait, un petit début de chicane. Non, mais on en avait-tu des rêves à faire, on n'en a pas réalisé la moitié. Mucho rêve. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier, pour que vous fassiez un maudit deuxième choix ensemble. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. C'est quoi vos connaissances sur le vin? On en voit beaucoup. Hey! Qu'est-ce que vous faites là? Alors, ils seront aidés par Stéphane Ouellette, joué par Guy Jodoin, qui est leur gérant, et aussi Nadège Smith, qui est une dragonne qui va leur donner de l'argent. Les 4 premiers épisodes sont disponibles sur Crave dès maintenant. Merci, bon show ce soir. Merci, c'est gentil. À demain. Yannick Frédéric, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Alors, un match qui a tout d'un duel de série pour le Canadien ce soir au Centre Bell. Tout à fait. C'est un des 4 derniers matchs du Canadien ce soir. C'est l'avant-dernier match au Centre Bell cette saison. Le Lightning de Tampa Bay qui est en visite à Montréal. Les 2 équipes qui pourraient s'affronter en première ronde la semaine prochaine. En ce moment, les 2 équipes sont à égalité à 102 points. L'avantage de la patinoire, pour le moment, irait au Lightning de Tampa Bay, mais le Canadien a gagné le dernier match à Tampa assez facilement par la marque de 4-1. Jakub Dobeš sera devant le filet pour le Canadien ce soir. Brandon Gallagher pourrait rater un 2e match de suite. On devrait refaire confiance à Alexandre Texier et Kirby Dach qui pourraient disputer un 2e match depuis leur retour au jeu. Question qu'ils soient fin prêts pour le début des séries. Et évidemment, on attend toujours le 50e de Cole Caulfield. Je ne voulais pas reparler, là. Oui, mais écoute... Non, on savait que tu allais le faire. Mais non, j'osais pas. Les 100 points de Nick Suzuki ce soir, peut-être pas ce soir, mais le 50e de Caulfield, et on invite les gens à encourager Cole Caulfield lorsqu'il touche à la rondelle. Oui. Encouragez-le. Oui. C'est peut-être ce soir que ça va se passer. Vous payez votre billet. Publiquement, on le dit aux gens, là. Manifestez-vous. Dites-moi, il faut parler, bien sûr, de ce dernier hommage à Roger Brulotte. Et on peut dire que le public était au rendez-vous. Oui, c'est effectivement. Donc, soyez un peu plus sérieux parce qu'ils ont été très nombreux aujourd'hui. Donc, les gens se déplaçaient. Parmi eux, il y avait des politiciens, il y avait d'anciens amis également de Roger Brulotte. Youpi. On voit ici, c'était très touchant. Youpi, non, effectivement, parce qu'il est à l'origine de la création de cette célèbre mascotte. Il y a le premier ministre François Legault qui était là également pour lui rendre un hommage, de même que la mairesse de Montréal, Soraya Martinez, d'ailleurs, qui s'est questionnée sur une manière de lui rendre hommage de manière un peu plus définitive. Mais écoutez bien également le commentaire de l'ancien lanceur des expos et animateur Claude Raymond, qui était là aussi pour lui rendre hommage. Au Parc Jarry, c'est là que ça a commencé, les expos. J'ai décidé de porter mon uniforme, mon dernier uniforme lorsque j'ai été instructeur des expos en 2004, en honneur de Roger, puis il doit être en haut, puis il doit dire « Merci, Frenchie », mais moi, je dis « Frenchie, Roger, pour tout ce que tu as fait pour le baseball, tout ce que tu as fait pour nos jeunes dans la province de Québec. Merci tout le monde. » Bel hommage maintenant au golf. On a eu droit à la première ronde du prestigieux tournoi des maîtres. Oui, et le champion en titre Rory McIlroy occupe la première place à égalité avec un autre golfeur. Il s'appelle Sam Burns. Les deux sont présentement à -5. Je te mentionne que le Canadien, présentement, après 16 trous, Corey Connors est à +2. Et aussi, au passage, on te mentionne qu'au golf, pas au golf, mais au tennis, Félix Auger-Aliassime a atteint les quarts de finale du côté de Monte-Carlo. Il a profité de l'abandon de son adversaire, Casper Ruud, en deuxième manche pour atteindre les quarts de finale. Merci beaucoup, vous deux. Bye. OK, bye, à demain. All you had to do was pay us enough to live. Il y a un pyromane
qui a mis le feu à un immense entrepôt en banlieue de Los Angeles mardi. C'est filmé en pleine action d'entrepôt de papier de toilette. Le suspect a publié ça sur les réseaux sociaux. Le moment où il allume avec donc le briquet, vous avez vu tout ça. Donc, il se plaint d'être sous-payé. Il pourrait s'agir d'un employé, d'un sous-contractant. Il a 29 ans, fait maintenant face à de nombreuses accusations d'incendie criminel. Regarde ça, Michel, les dégâts. Comme dégâts, en effet. Michel, Oui. ce soir, quelques heures après la première de Pas pour rien, les débatteurs qui vont parler d'un phénomène qui est bien connu dans le milieu culturel. Les paparazzis, qui font partie... Moi, j'en ai quand je sors d'ici. Je trouve ça harassant. Mais bon, je peux C'est moi comprendre. qui est caché dans ma voiture. Non, non. Oui, parce qu'ils font partie vraiment du milieu culturel, du star system, surtout à l'international. Il faut dire qu'on a quand même moins ici au Québec. Certains disent qu'ils font leur travail, documenter la vie des personnalités publiques. Il y a des personnalités publiques qui en profitent justement de ça, mais d'autres vont dire qu'il y a une intrusion vraiment constante, une pression psychologique. Pour ou contre? Non, en effet. Pour ou contre les paparazzis? C'est la question du débat de ce soir. On fait ça avec Victor, Joanne et deux collaboratrices de l'émission Pas pour rien, Catherine Beauchamp et la chroniqueuse culturelle Anne-Lovely Étienne, qui seront avec nous ce soir. Intéressant tout ça. Merci. Bye-bye, bonne soirée. Attention aux paparazzis. Oui, non, mais c'est sûr. Vraiment. Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain. Bye-bye.